Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée aux mathématiques. Aujourd'hui, je vous propose dans cet épisode un voyage dans le passé, au XVIIe siècle, sur les traces du théologien et mathématicien écossais John Napier. Alors John Napier, au cours de ses travaux, il a fait une observation assez remarquable, car elle a permis aux découvertes scientifiques futures d'être accélérées de plusieurs centaines d'années. Alors quelle a été cette observation? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, et on va également se rendre compte que les travaux de John Napier sont étroitement liés avec un nombre très connu en mathématiques, c'est le nombre d'Euler. Alors, on va voir de quoi il s'agit dans cette vidéo, et je vous propose également d'explorer différents chemins qui ont conduit à sa découverte. Eh bien, sans plus attendre, commençons le voyage. Alors, pour bien comprendre l'observation faite par John Napier, il nous faut rappeler quelques règles de calcul sur les puissances. Alors ici, je le fais avec les puissances de 2. Donc 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 2 fois 2. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. En fait, 2 puissance 3, c'est 2 multiplié par lui-même 3 fois. 3, c'est ce qu'on va appeler l'exposant. Et quand on fait des calculs avec des puissances, il peut y avoir des simplifications. Exemple, si je fais le produit de 2 puissance de 3, 3 puissance 2 fois 3 puissance 4, je peux dire que c'est 3 puissance 6. Pour trouver l'exposant 6, j'ai sommé les exposants que j'avais au départ, 2 plus 4. Si je fais la puissance d'une puissance, donc 3 puissance 2, le tout puissance 4, je peux dire que ça fait 3 puissance 8. Cette fois, j'ai multiplié les exposants, j'ai fait 2 fois 4 pour trouver l'exposant 8. Et pour le quotient, donc 2 puissance 6 divisé par 2 puissance 2, ça fait 2 puissance 4. Pour trouver 4, je fais 6 moins 2. Donc voilà quelques règles de calcul basiques sur les puissances, mais dont on va avoir justement besoin dans quelques instants. L'idée de John Napier était de remplacer autant que possible les multiplications par des additions, parce que les additions sont plus simples. Alors il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque, donc XVIIe siècle, ce n'est pas qu'il n'existait aucune calculatrice, mais disons qu'elles étaient surtout performantes sur des additions et soustractions, et en tout cas pas du tout pratiques pour les calculs avec des grandeurs astronomiques. Et donc c'était un vrai enjeu de l'époque de réduire le temps de calcul. Et John Napier a fait la constatation suivante que dans certains cas c'était possible. Imaginons que vous ayez accès à la table des premières puissances de 2, qu'elle soit publiée quelque part et donc accessible, et que vous vouliez faire le calcul suivant la multiplication de 64 par 32. Eh bien, grâce à ma table, je peux voir que 64 et 32 sont des puissances de 2. Donc je remplace. Ça me donne 2 puissance 6 fois 2 puissance 5. Et là, j'utilise mes règles de calcul sur les puissances et je vois que ça fait 2 puissance 6 plus 5, c'est-à-dire 2 puissance 11. Toujours grâce à ma table, cette fois je vois que 2 puissance 11, c'est 2048. Et donc c'est mon résultat final. Donc j'ai remplacé la multiplication d'apparence difficile, 64 par 32, j'aurais pas pu le faire de tête, par euh, une somme très facile, 6 plus 5. Et c'est pareil, si je fais le quotient de 4096 par 128, je vois que c'est 2 puissance 12 sur 2 puissance 7, grâce à ma table. Et donc ça fait 2 puissance 12 moins 7. C'est-à-dire 2 puissance 5, qui fait, toujours grâce à ma table, 32. Et donc ici, j'ai réussi à faire des calculs grâce à la table des puissances de 2. Ouais, c'est pas faux. Alors, pour justement commencer une théorie là-dessus, John Napier va introduire une nouvelle notation qu'on va appeler log, en référence à logarithme, qui veut dire relation, rapport entre nombres. Donc le logarithme, alors ici en base 2, parce qu'on s'est intéressé aux puissances de 2, mais on aurait pu s'intéresser à n'importe quelle puissance. Alors on s'intéressera à des puissances de nombres strictement positifs dans cet exposé, mais donc on aurait pu remplacer 2 par un autre nombre strictement positif. Et logarithme de x, c'est la puissance à laquelle élever 2 pour obtenir x. Donc logarithme de 2, c'est 1, parce que 2, c'est 2 puissance 1. Logarithme en base 2 de 8, c'est 3, parce que 8, c'est 2 puissance 3. Logarithme de 16, c'est 4, parce que 16, c'est 2 puissance 4. Et si maintenant je te demande le logarithme de 512, eh bien tu me réponds 9, parce que 512, c'est 2 puissance 9. Donc, dire que logarithme de x c'est égal à y, c'est équivalent à dire que x c'est finalement 2 puissance y. Donc ça c'est pour le logarithme en base 2, et en fait on peut l'utiliser dans d'autres bases.
Et donc si maintenant on l'applique à notre calcul effectué précédemment, logarithme en base 2 de 64 par 32, ça fait 11, parce que 64 par 32, c'est 2 puissance 11. 11, c'est aussi 6 plus 5, c'est comme ça qu'on l'avait trouvé, c'est-à-dire que logarithme de 64 fois 32, c'est logarithme de 64 plus logarithme de 32. Donc on voit que le logarithme vérifie certaines propriétés. Plus exactement, pour deux nombres strictement positifs, le logarithme de leur produit, c'est la somme des logarithmes, le logarithme de leur quotient, c'est la différence des logarithmes, et le logarithme de a à la puissance n, c'est n fois le logarithme de a. Et donc ça, c'est les propriétés vérifiées par tout logarithme qu'on applique donc sur des nombres strictement positifs. Alors, comment est-ce qu'il faut le comprendre, ce logarithme? Moi, j'aime bien le voir un peu à l'image d'une pierre de Rosette qui faisait le lien entre les hiéroglyphes inconnus et le grec connu. Eh bien, le logarithme, lui, va faire le lien entre le monde de la multiplication, qui nous est pas si familier que ça, avec le monde de l'addition, qui nous est beaucoup plus familier à bien des égards. Et donc, c'est vraiment cette transcription entre ces deux mondes. Il fait le lien entre ces deux mondes d'apparence différents pour nous les justement soumettre à notre compréhension. C'est vraiment l'enjeu du logarithme que de remplacer autant que faire se peut les multiplications par des additions. Alors on a vu que muni des tables, par exemple des puissances de 2, on pouvait simplifier des calculs, on pouvait remplacer des multiplications par des additions. Eh bien, à partir de John Napier, on a commencé à publier donc ce qu'on a appelé des tables de logarithmes, comme celle que je vous affiche ici avec donc les puissances successives de 2, c'est la table du logarithme en base 2, et donc on les publiait, tout le monde pouvait ainsi y avoir accès et simplifier ses calculs. Alors ces tables, on peut à notre tour les compléter. Par exemple, je peux donner du sens à 2 puissance 0. 2 puissance 0, automatiquement, ça doit être l'élément neutre pour la multiplication si je veux conserver mes règles de calcul sur les puissances. Donc 2 puissance 0, j'ai pas d'autre choix que de dire que ça fait 1. Mais une fois que j'ai défini 2 puissance 0, je peux définir 2 puissance moins 1. Donc c'est 2 exposant 0 moins 1. Donc c'est 2 exposant 0 divisé par 2 exposant 1, c'est-à-dire 1 demi, 0,5. 2 puissance moins 2, je peux dire que ça fait 1 sur 2 puissance 2, c'est-à-dire 1 quart. 2 puissance moins 3, je peux dire que c'est 1 sur 2 puissance 3, c'est-à-dire 1 huitième, etc. Et donc comme ça, je peux continuer à remplir ma table de logarithme, ma table des puissances de 2 ici. Mais tu l'auras remarqué, fatalement, il y a des nombres qui n'apparaissent pas à droite de ma table. Exemple, est-ce que je peux dire que 3, c'est 2 puissance quelque chose? 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. Donc logiquement, si 3 pouvait s'écrire comme une puissance de 2, ça serait 2 puissance 1, quelque chose. Alors, essayons de voir 2 puissance 1,5. Je tape au milieu, ça donnerait quoi? 2 puissance 1,5, c'est un peu étrange, hein, c'est un exposant qui n'est pas un entier, donc on ne sait pas forcément dire ce que c'est tout de suite. Mais je peux quand même dire que 1,5 c'est 3 sur 2, donc 2 puissance 1,5 c'est 2 puissance 3 sur 2. Alors ça m'avance pas dans l'immédiat, mais par contre si je prends le carré de ce nombre, c'est-à-dire si je prends 2 puissance 3 sur 2, le tout puissance 2, par règle de calcul ça me fait 2 puissance 3, il y a une simplification des 2, et 2 puissance 3 ça fait 8. Donc ici 2 puissance 1,5 c'est un nombre positif dont le carré vaut 8. Eh bien, c'est par définition racine carrée de 8, dont on peut montrer que c'est environ égal à 2,8. Alors, en fait, on peut montrer que 3 ne peut jamais s'obtenir comme 2 puissance une fraction. Mais je peux m'approcher aussi près que je veux de 3 en écrivant 2 puissance une fraction. C'est-à-dire 2 puissance un nombre rationnel, mais sans jamais parvenir à 3. Alors, est-ce que c'est grave en soi? Pour rappel, l'objectif de John Napier était de simplifier les calculs des astronomes en particulier. Et donc les scientifiques, quand ils font des calculs, ils utilisent par exemple des outils de mesure pour leurs données qui ont une certaine précision. Et donc ça ne sert à rien, si par exemple l'outil de mesure t'octroie 3 chiffres significatifs, ça ne sert à rien que toi, dans ton calcul, tu en utilises 15. Et donc, comme on peut être aussi précis qu'on veut, eh bien, ce n'est pas dérangeant. Je peux
remplacer 3 par quelque chose qui lui est très proche, et ça n'aura pas d'incidence sur les calculs des astronomes. Alors, on a vu qu'une fois muni de nos tables de logarithmes, on pouvait simplifier certains calculs, c'est-à-dire remplacer des multiplications par des additions. Donc nous, on a vu la table du logarithme en base 2, c'est-à-dire les puissances successives de 2. On peut imaginer d'autres bases. Par exemple, la base 10, où on calcule les puissances successives de 10. Existe-t-il parmi toutes ces bases, alors on se restreint aux bases strictement positives pour éviter les changements de signe, existe-t-il une base entre guillemets naturelle, c'est-à-dire une base pour laquelle dans les tables de logarithmes il y ait le moins de trous possible. On a vu par exemple pour la table des puissances de 2 que 3 on ne pouvait pas l'écrire comme 2 puissance une fraction. Et on a envie qu'il y ait le moins de trous possible. De tels trous, on veut qu'il y en ait le moins possible. Et donc, quel type de base est-ce qu'il faudrait prendre? Eh bien, je ne vais pas prendre une base plus grande que 2, parce que, par exemple, 10, c'est pire. Il y a encore plus de trous entre deux puissances consécutives de 10. Donc, il faut que je prenne plus petit que 2, mais pas non plus 1, parce que 1 puissance 1, ça fait 1, 1 puissance 2, ça fait 2, 1 puissance 3, ça fait 1 aussi. Donc là, je reste constant égal à 1, ça ne me convient pas. Donc, il faut que je prenne une base qui soit strictement plus grande que 1, mais en même temps très proche de 1, pour qu'il y ait le moins de trous possible. Alors je te propose pour commencer de considérer la base 1,1. Donc 1,1 puissance 0, comme tout nombre à puissance 0, ça fait 1. 1,1 puissance 1, c'est 1,1. 1,1 puissance 2, pardon, c'est 1,21, etc. Au passage, si tu fais abstraction de la virgule, tu reconnais les nombres qui interviennent dans le triangle de Pascal, triangle que l'on abordera en vidéo sur cette chaîne. Donc ça, c'est plutôt bien, ça correspond bien à ce que j'ai envie de faire, cette base, parce qu'il y a moins de trous que pour la base 2. Donc je continue dans cette idée, et en bleu, j'avais considéré 1 plus 1 dixième, maintenant je peux considérer 1 plus 1 millième, je suis encore plus proche de 1 en lui étant strictement supérieur, et effectivement, je constate qu'il y a encore moins de trous. Mais quelque chose n'est pas commode avec cette nouvelle base, c'est que 1,001 puissance 1000, ça fait environ 2,72. 2,72, c'est un petit nombre. On se rappelle qu'on veut utiliser les tables de logarithmes avec des grandeurs astronomiques et on n'a pas envie d'avoir à travailler avec des exposants d'ordre de grandeur 1000. C'est pas pratique. Mais ça, c'est pas vraiment un souci parce que cette base, 1,001, je peux l'élever à la puissance 1000. Et ça me donne ma nouvelle base, ici écrite en violet. Et donc, je vais obtenir les mêmes nombres que précédemment, sauf qu'au lieu d'avoir des exposants 0, 1, 2, 3, j'ai des exposants 0, 1 millième, 2 millième, 3 millième. Et donc, ça correspond bien à la fois à ce que je veux, à savoir qu'il y ait moins de trous, et en plus, j'ai des exposants qui sont commodes, pratiques à utiliser. Donc, là, j'avais 1 plus 1 millième le tout puissance 1000. Mais je peux aussi considérer 1 plus 1 sur 10 000 puissance 10 000, 1 plus 1 sur 100 000 puissance 100 000, ça correspondra encore mieux à ce que je veux. En fait, ici, j'aimerais savoir s'il existe la limite, quand n devient très grand, de 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Est-ce que cette limite existe? Eh bien, la réponse est oui, cette limite existe, et c'est le nombre d'Euler. Le nombre que l'on note petit e et qui est environ égal à 2,72. Et donc, ça sera la base naturelle pour un certain logarithme qu'on va justement redécouvrir dans quelques instants. Quittons maintenant John Napier pour retrouver un autre mathématicien du XVIIe siècle, Grégoire de Saint-Vincent. Grégoire de Saint-Vincent s'intéressait au problème géométrique suivant. À partir de la courbe représentative de la fonction inverse, il voulait mesurer l'air sous la courbe dans certains intervalles. Alors, premièrement, ce problème n'est pas dénué d'applications concrètes. Par exemple, si vous tracez la courbe de la vitesse de votre véhicule en fonction du temps, eh bien, mesurer l'air sous cette courbe entre l'instant initial et l'instant final vous donne la distance parcourue par le véhicule. Et donc, des calculs d'air sous des courbes permettent de répondre à des problématiques concrètes.
Et donc ici, comme la fonction inverse, elle est continue sur l'intervalle 0 vers plus l'infini, je peux regarder l'intégrale de la fonction inverse entre 1 et x strictement positif. Et donc je peux appeler grand F cette intégrale. Alors l'intégrale, on la note toujours avec ce symbole qui ressemble à un S allongé. Donc j'appelle grand F cette fonction ainsi définie. À partir de la terminale, hein, tu diras que c'est la primitive de la fonction inverse qui s'annule en 1. Et comme de plus la fonction inverse elle est également positive sur l'intervalle 0 vers plus infini, ça correspond exactement à l'aire sous la courbe entre 1 et x. Et Grégoire de Saint-Vincent a fait la remarque suivante, que ici j'essaie de te rendre compte avec GeoGebra. Il a remarqué que l'aire sous la courbe entre 1 et 2 eh bien, était la même qu'entre 2 et 4 et était encore la même qu'entre 4 et 8. Donc avec mes notations, ça donne que f de 4, c'est-à-dire f de 2 fois 2, c'est égal à f de 2 plus f de 2. L'aire rouge plus l'aire verte, c'est 2 fois l'aire rouge. Donc ici, grand F a transformé une multiplication en une somme. C'est ça qu'il faut remarquer. Et même comportement pour f de 8. Si je fais la somme des trois aires, je retrouve 3 fois l'aire rouge. Et donc j'ai grand F de 2 fois 2 fois 2 qui est égal à f de 2 plus f de 2 plus f de 2, c'est-à-dire 3 fois f de 2. Donc ce qu'il a remarqué, c'est que le grand F ainsi défini, comme étant la primitive de la fonction inverse s'annulant 1, eh bien vérifie le fait qu'elle transforme une multiplication en une somme et en fait vérifie toutes les propriétés calculatoires des logarithmes. Et donc plus tard, les successeurs de Grégoire de Saint-Vincent vont prouver que c'est effectivement un logarithme et ils le baptiseront logarithme népérien en référence aux travaux de John Napier. Et donc, logarithme népérien, on va l'écrire ln, et on a par définition que ln de 1 vaut 0. Et maintenant, muni du théorème fondamental de l'analyse, eh bien, je peux calculer explicitement ces intégrales. Donc l'intégrale entre 1 et 2 de la fonction inverse, eh bien, ça va être par application du théorème fondamental de l'analyse, ln de 2 moins ln de 1. Comme ln de 1 vaut 0, ben, j'obtiens ln de 2, qui est environ égal à 0,69. Et ce qui est remarquable, c'est que si je calcule l'intégrale entre 2 et 4 de la fonction inverse, eh bien, j'obtiens ln de 4 moins ln de 2. Et par règle de calcul sur les logarithmes, eh bien, je sais que ça fait ln de 4 sur 2, qui donne encore ln de 2, et ça sera encore pareil pour l'intégrale entre 4 et 8 de la fonction inverse. Et donc ça, c'est ce qu'a remarqué Grégoire de Saint-Vincent, que ce grand F, ainsi défini, ce logarithme népérien, était un logarithme, pardon, qu'on baptisera logarithme népérien, et ce qu'il nous reste à savoir, c'est quelle est la base de ce logarithme. Alors, on vient de mettre en évidence un nouveau logarithme, il nous reste à nous demander quelle peut bien être la base de ce logarithme népérien. Donc, quelle base pour ln? Eh bien, si j'appelle b la base de ln, eh bien dire que b la base de ln, c'est équivalent à dire que ln de b est égal à 1. Parce que b, c'est b puissance 1. Donc, il nous reste à résoudre quand est-ce que l'aire sous la courbe entre 1 et x est égal à 1. Eh bien, grâce à GeoGebra, je peux montrer que le x qui convient, il doit être environ égal à 2,72. En fait, on peut montrer qu'il faut qu'il soit exactement égal au nombre de l'aire, qui est environ égal à 2,72. Et qu'est-ce donc cette diablerie? Et donc effectivement, on peut être surpris parce qu'on retrouve comme ça ce nombre de l'aire en étant parti d'un sujet a priori très différent, un sujet géométrique. Mais voilà, il ne faut pas perdre de vue que les mathématiques sont une et que même si on travaille sur des branches en apparence différentes, eh bien, il y a des relations entre elles qui, quand on fait des mathématiques, ne nous surprennent plus tant que ça. Et donc on peut maintenant, qu'on a le logarithme népérien, définir la fonction exponentielle comme étant la fonction réciproque du logarithme népérien. Donc là on prend un peu le contre-pied des programmes scolaires qui définissent d'abord la fonction exponentielle, puis ensuite en tant que fonction réciproque la fonction logarithme népérien.
Mais voilà, je voulais aussi dans cette vidéo rendre compte du parcours historique, de l'intérêt propre des logarithmes, puis du logarithme népérien. Parce que voilà, si vous me permettez cette métaphore, le logarithme, c'est un bon gars. Il transforme vos multiplications difficiles en des additions. Il a simplifié la vie de beaucoup de scientifiques. D'ailleurs, Laplace dira au sujet des logarithmes qu'ils ont doublé l'espérance de vie des scientifiques en leur facilitant la tâche au niveau des calculs. Et donc voilà, il a sa propre raison d'exister, indépendamment de l'exponentielle, et bah, c'est pareil d'ailleurs pour l'exponentielle, elle a sa propre raison d'exister, indépendamment du logarithme népérien. Donc ce sont deux fonctions réciproques. Si tu n'es pas très familier avec cette notion de fonction réciproque, eh bien je te conseille de bien regarder géométriquement ce qui se passe. Donc si tu dessines les courbes représentatives de ces deux fonctions, tu vois qu'elles sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x, c'est-à-dire la droite sur laquelle il y a exactement tous les points qui ont la même abscisse, enfin qui ont égalité entre abscisse et ordonnée. Et bien, donc il y a cette symétrie, et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est exactement la même chose que pour la fonction carré, la fonction racine carrée, il va y avoir un phénomène de compensation. Alors, dire que donc ln est défini que sur les nombres strictement positifs, donc pour tout x strictement positif, dire que ln de x est égal à y, c'est équivalent à dire que x en fait c'est e puissance y. Et donc pour tout x strictement positif, e de ln de x ça fait x, il y a une compensation, hein, le e et enfin l'exponentielle et le logarithme se compensent, il faut juste faire attention à l'ensemble de départ. Et pareil pour tout y réel, ln de e de y, c'est égal à y. Donc l'ensemble de départ d'une de ces fonctions est égal à l'ensemble d'arrivée de l'autre. Ça, c'est toujours vrai pour les fonctions réciproques. On a ici de plus ln de 1 égale à 0, e de 0 égale à 1, donc on a un phénomène ici de croisement, qui est encore une fois typique des fonctions réciproques. Et donc comme ça, on peut définir la fonction exponentielle en partant de la fonction logarithme népérien. Et muni de ces deux fonctions, je peux généraliser la notion de puissance. Donc, pour tout nombre x positif et pour tout réel n, x puissance n, ça va être e de n ln de x. Donc ici, je peux généraliser une puissance, l'élévation à une puissance, en prenant des exposants qui sont des nombres réels quelconques, plus forcément des entiers ou plus forcément des fractions. Alors, je te propose maintenant de passer à la démonstration du résultat qu'on a déjà vu passer dans cette vidéo, qui est le calcul de la limite quand n tend vers plus l'infini de la quantité 1 plus 1 sur n, le tout puissance n. Alors, je vais appliquer, maintenant que je la connais, la définition de l'élévation à la puissance n, un réel quelconque. Donc, je prends un n strictement positif. Mon but, c'est de toute façon de le faire tendre vers plus l'infini. Donc 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n, eh bien je sais par définition que ça va être exponentielle de n fois ln de 1 plus 1 sur n. Alors est-ce qu'à partir de là, je peux calculer directement la limite? Regardons ce qu'on a. À l'intérieur du ln, j'ai 1 plus 1 sur n. 1 sur n, quand n tend vers plus infini, il va tendre vers 0. Donc 1 plus 1 sur n va tendre vers 1. ln de 1 vaut 0. Ici, j'ai une forme indéterminée, j'ai plus l'infini fois 0. Je ne peux donc pas conclure directement. Mais je vais travailler justement sur ce facteur n fois ln de 1 plus 1 sur n. Je vais remarquer, c'est là l'astuce, que multiplier par n, c'est pareil que diviser par 1 sur n. Et donc ici, j'ai exponentielle de ln de 1 plus 1 sur n divisé par 1 sur n. Et je vais faire le changement de variable grand X égale 1 sur n, et je me suis donc ramené à étudier exponentielle de ln de 1 plus x sur x. Et donc maintenant, regardez la limite quand n tend vers plus l'infini de n fois ln de 1 plus 1 sur n, c'est pareil que regarder la limite quand grand X tend vers 0. Alors effectivement, vers 0, parce que si n tend vers plus l'infini, 1 sur n, lui, va tendre vers 0. Donc pour la variable grand X, c'est la limite quand grand X tend vers 0 qu'il faut que je regarde, donc de la quantité ln de 1 plus x sur x. Et cette limite, eh bien, elle est connue. C'est la limite du taux de variation de la fonction ln entre 1 et 1 plus x quand x tend vers 0. Et ça, comme la fonction ln elle est dérivable, eh bien tu sais que tu obtiens la dérivée de ln évaluée en 1. Or, la dérivée de ln, c'est la fonction inverse. Donc, la fonction inverse évaluée en 1, ça donne 1 sur 1 égale à 1. Donc, je sais que cette limite est égale à 1.
Et maintenant, je peux donc dire que la limite quand n tend vers plus infini de exponentielle de n fois ln de 1 plus 1 sur n, c'est donc égal à la limite, après changement de variable, quand grand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Et par continuité de l'exponentielle, je peux dire que c'est donc e, que cette limite est égale à e de 1, c'est-à-dire le nombre e, le nombre de l'aire exponentielle de 1. Et donc on vient de faire la démonstration en utilisant uniquement des outils de la terminale. Alors dans cette dernière partie de la vidéo, je te propose d'explorer un dernier chemin qui conduit à la découverte du nombre d'Euler. Alors pour bien le comprendre, ce chemin, il nous faut revoir au moins une formule de calcul sur les pourcentages, donc on va s'y remettre ensemble. Imaginons qu'on ait une quantité qui augmente de 10%. Par exemple, pour fixer les idées, j'ai un prix initial de 50 € et il augmente de 10%. Comment est-ce que je vais trouver le prix final? Eh bien, ça va déjà être plus cher que 50. Ça va être 50 plus 10% de 50. C'est toujours pourcentage de quelque chose. Et quand tu as la phrase en français 50 plus 10% de 50, tu t'empresses de la traduire mathématiquement par 50 plus, donc 10%, 10 sur 100, de 50, c'est-à-dire fois 50. Tu as traduit ici le 2 par une multiplication. Et donc, tu trouves que ça fait 55. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est que en factorisant, on peut remarquer que le prix initial 50, il a été multiplié par le facteur 1 plus 10 sur 100. D'accord? Donc là, ça marche si c'est une augmentation de 10%, et ça aurait été le même raisonnement avec une augmentation d'un autre pourcentage. Donc, augmenter une quantité de 10%, eh bien, ça revient à la multiplier par le facteur 1 plus 10 sur 100. À la fin du XVIIe siècle, Jacob Bernoulli nous propose l'expérience suivante. Imaginez que vous connaissez une banque qui propose un taux d'intérêt annuel de 100%, donc une banque hyper sympa, et vous décidez de placer 1 euro, d'ouvrir un compte et de placer 1 euro. Eh bien, après un an, vous allez gagner plus 100% de votre somme, donc vous allez gagner 1 euro en plus, donc vous aurez 2 euros. Donc ici, je vous rappelle en violet la formule qu'on utilise. Et vous proposez à votre banquier de récupérer tous les 6 mois 50% d'intérêt. Donc vous avez votre euro au départ, plus 50%, donc plus la moitié d'1 euro. Donc vous allez gagner 50 centimes et obtenir 1,50 €. Donc en fait, ça revient à multiplier par le facteur 1 plus 50 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 1 demi. Et ensuite, vous reprenez cette fois 50% de 1,50 €. Donc attention, c'est plus 50% d'1 euro. Donc cette fois, ça correspond à 75 centimes, à la moitié d'1,50 € que vous allez gagner en plus. Donc vous allez arriver à 2,25 €. Et donc ici, je vous rappelle la formule qu'on a utilisée pour passer de 1 euro à 2,25 €. On a multiplié 1 par le facteur 1 plus 50 sur 100 au carré, parce qu'on a fait deux fois une augmentation de 50%, ce qui se traduit par 1 plus 1 demi, le tout au carré, parce que 50 sur 100, c'est 1 demi. Et donc 2,25, c'est 1 plus 1 demi, le tout au carré. On garde ça en mémoire et on passe à la suite. Alors imaginons que tu veuilles continuer ce stratagème. Cette fois, tu proposes au banquier de passer tous les 3 mois. Donc tu divises l'année en 4 et tous les 3 mois, tu récupères 25% d'intérêt. Donc en fait, ça revient à chaque fois par multiplier par 1 plus 25 sur 100, la somme que tu as sur ton compte. Donc c'est-à-dire la multiplier par 1,25. Donc après 3 mois, tu obtiens 1,25. Je te fais les calculs. À la fin de l'année, tu as 2,44 €. Donc encore plus d'argent. Et là, tu te dis, et donc là, voilà, je rappelle la formule, on a fait en fait 1 plus 1 quart le taux à la puissance 4 pour trouver environ 2,44 €. Et là, tu te dis, bingo, si je continue comme ça, je vais finir par être riche. Alors, peut-être que tu le sens déjà venir, ça va pas être exactement ça. En fait, si je continue à fractionner mon année, imaginons que je récupère tous les 12 mois mes intérêts, eh bien ça revient à la fin de l'année, j'aurai 1 plus 1 sur 12, le tout à la puissance 12, avec le même raisonnement, ce qui fait environ 2,61. Si je vais maintenant tous les jours, et qu'on imagine qu'il y a 365 jours cette année-là, eh bien je vais obtenir à la fin de l'année 1 plus 1 sur 365, le tout à la puissance 365. Encore une fois, en utilisant la même formule,
ce qui fait environ 2,71. Donc on est loin de la richesse tant espérée, hein. Et en fait, tu l'as reconnu ici, ça revient à calculer la limite quand n tend vers plus infini de 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Et ça, c'est le nombre d'Euler exponentielle de 1 qui fait environ 2,72. Et donc, tu ne seras pas riche à la fin de cette expérience, hein, parce que tu ne pourras même pas être 3 fois plus riche, tu ne pourras même pas être 2,75 fois plus riche. Tu seras au mieux, et encore sans l'atteindre, E fois plus riche. C'est nul! Cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. On a beaucoup parlé du nombre d'Euler, mais pas du mathématicien Leonhard Euler. Eh bien, en fait, Leonhard Euler, qui est plutôt début du XVIIIe siècle, il va rassembler tous les différents travaux existants sur le logarithme népérien, sur l'exponentielle, et il va être un des premiers à vraiment faire les corrélations entre ces deux fonctions et à établir de lui-même certaines formules, que ce soit des développements en série entière ou en développement de fractions continues, qui permettent de calculer le nombre d'Euler, le nombre E. Donc il va lui-même le baptiser E, non pas en référence à son nom de famille, mais en référence à l'exponentielle. Et il va être le premier à calculer les 23 premières décimales de ce nombre. Alors les formules qu'il va mettre en place, ici j'en affiche deux, vont lui permettre de montrer que le nombre E est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire sous forme d'une fraction. Il va également montrer que le nombre E est un nombre transcendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas racine de polynômes avec des coefficients rationnels. Et en revanche, ça ce n'est pas démontré, c'est une hypothèse, on pense que le nombre E est ce qu'on appelle un nombre univers, au même titre que le nombre pi, hein, sur lequel ce n'est pas démontré non plus. Donc un nombre univers, c'est un nombre pour lequel dans les décimales, alors là il y a une infinité de décimales pour le nombre E, on retrouve toute séquence de chiffres à partir d'un certain rang. Donc à partir d'un certain rang, vous allez y trouver votre date de naissance. Et imaginez maintenant qu'on retranscrive en nombre n'importe quel caractère. Et bien vous avez tous les livres qui ont été écrits dans l'histoire qui sont codés dans les décimales du nombre E. Et imaginez toute votre vie passée codée en nombre, eh bien, elle apparaît également dans les décimales de tout nombre univers, donc on pense du nombre E, et également tout votre futur, ainsi que le futur de l'univers, qui sont donc quelque part parmi les décimales infinies du nombre E. C'est sur cette dernière considération un peu plus philosophique que je vais vous laisser. Je vous remercie chaleureusement encore une fois d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. D'ici là, restez curieux.